Je vais donner la parole maintenant à Agnès Tricoire, qui a aussi besoin de temps pour développer sa pensée. J'insiste. Donc Agnès est avocate, déléguée de l'Observatoire de la liberté de création, créé par la Ligue des droits de l'homme dans les années 2000. Et je lui donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je vais commencer par... alors, j'ai un sujet qui est d'une vastitude qui ne vous échappe pas, donc je ne vais évidemment pas pouvoir le traiter en 20 ou 30 minutes, je ne sais pas exactement ce que je vais commencer par un retour sur Exhibit B. Je pense que vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé autour de ce spectacle Exhibit B de Brett Bailey, qui mettait en scène toutes les atrocités commises contre les Noirs et qui s'est joué l'année dernière au TGP puis au 104 avec le soutien de l'Observatoire tous les jours, parce que le spectacle faisait l'objet de manifestations visant à son interdiction et que nous avons décidé, dans ce contexte extrêmement dur, de faire une mission de médiation, d'abord à l'égard des institutions pour marquer notre présence et notre soutien, et puis à destination du public pour être là pour tous les gens qui avaient envie ou besoin de parler après avoir vu le spectacle qui était particulièrement remuant, bouleversant, et puis du fait d'avoir vu le spectacle dans un contexte comme celui-là, qui était un contexte violent où le public se faisait parfois insulté en venant voir le spectacle, traité de raciste ou quand les gens étaient noirs de traîtres. Donc vous voyez un contexte extrêmement complexe avec des violences qui ont été commises le premier jour au TGP. Et pour réaborder ce sujet que j'ai déjà abordé plein de fois, j'ai écrit un article de Hommes et Libertés à ce sujet. J'ai décidé de... Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Sur Facebook, Françoise Vergès a passé un texte en disant que le texte de la dame que je vais analyser et critiquer, qui s'appelle Christine Heyen, était un texte vraiment formidable et définitif sur la question. Christine Heyen, c'est une féministe noire anglaise. Alors donc je suis allée lire le texte et je voudrais vous en rendre compte et le discuter. Et ensuite, j'ouvrirai sur les autres questions qui se sont ouvertes, notamment à l'occasion de cette problématique d'Exhibit B. Alors, Christine Heyen affirme adhérer à la remise en question de la présentation de l'œuvre, tout en précisant qu'elle ne l'a pas vue. D'une part, elle ne souhaite pas voir la représentation de la souffrance et de l'humiliation du corps. Elle écrit ceci de façon générale, donc c'est son choix de décider de ne pas voir des corps humiliés dans les représentations artistiques qu'elle va voir. Et d'autre part, elle indique que le spectacle ne s'adresse pas à elle, mais à des blancs ignorants du racisme. Le racisme, dit-elle, en tant que femme noire, elle en partage l'expérience avec sa communauté et n'a pas besoin qu'on lui explique ce que c'est. Elle met en doute le spectateur blanc qui a besoin d'une révélation antiraciste et elle met en doute qu'il croise un regard convaincant au sein même du spectacle. Vous savez qu'il y a eu une polémique sur le rôle des acteurs, entre guillemets, dans le spectacle, puisqu'ils ont été désignés comme passifs par les contestataires du spectacle, alors qu'en réalité, ils ont pour mission de regarder dans les yeux tous les spectateurs qui viennent voir le spectacle, et que donc ils n'ont pas un rôle passif, mais ils ont un rôle actif extrêmement important. Elle met cela en doute, mais elle ne l'a pas vu, et elle dit qu'Exhibit B satisfait au voyeurisme de spectateurs en quête de sensations, qui veulent comprendre le racisme, qui veut le comprendre, dit-elle, peut interroger son prochain. Elle conteste aussi la représentation du corps en disant que c'est un corps qui est chosifié, qui est passif et silencieux. Et dès lors, elle indique, elle fait des parallèles qui ont souvent été faits dans la critique du spectacle en disant que on s'attendrait de la même façon à ce que le peuple juif se révolte si on représentait de la même façon la Shoah, ou que les Algériens se révoltent si on représentait de la même façon les atrocités de la guerre algérienne. Elle dit la même chose à propos de la violence faite aux femmes, aux homosexuels, et elle précise que la représentation de l'humiliation par la monstration de l'humiliation est inutile.
Pour comprendre pourquoi cette œuvre est perçue comme raciste, dit-elle, il faut se mettre dans la peau de l'autre, elle l'écrit avec un A majuscule. Les défenseurs, donc nous entre autres, ne sommes pas capables d'empathie vis-à-vis d'un peuple qui crie au racisme. Elle précise que les tableaux qui sont montrés dans le spectacle sont fictifs, ce qui pour elle est une critique. Les scènes jouées ne sont pas celles que vivent réellement les comédiens, c'est-à-dire des comédiens noirs dans leur vie réelle, de comédiens discriminés à cause du fait qu'ils sont noirs. Et elle dit, les spectateurs payent pour voir une fiction alors qu'ils ignorent ce que ces personnes subissent dans la réalité. La population noire n'est pas consultée. J'attire votre attention sur ce point qui est extrêmement important, parce qu'en ce moment, dans les tuyaux, il y a, je le fais très court parce qu'en fait j'en sais très peu et on va bosser là-dessus, il y a que ce serait aux spectateurs de décider quels spectacles doivent être montrés dans les lieux subventionnés. Vous voyez un peu la démocratie directe en matière de culture. Attention, ça figure dans une déclaration internationale qui, en ce moment, sert de référence de système de pensée à un certain nombre d'élus régionaux, plein de bonne volonté, mais très peu avertis sur ces questions-là. Et on va au-delà de gros emmerdements. Je résume. Donc la population noire n'ayant pas été consultée, Brett Bailey, qui est blanc, africain du Sud blanc, un peu juif et pédé par ailleurs, mais ça, elle ne le dit pas, s'arroge le droit de s'exprimer en lieu et place des experts, activistes, chercheurs, sociologues et professionnels de l'art noir qui refusent que l'on définisse en leur nom les termes de la représentation. Les Noirs sont sous-représentés sur la scène culturelle, dit-elle encore, et elle nous attaque directement, puisqu'on a été vraiment partie prenante extrêmement visible dans cette affaire. La LDH devrait respecter l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Alors ça, c'est juste hallucinant comme reproche, parce qu'on confond vraiment là le réel et la représentation. C'était quand même un de nos objets de travail depuis 2000. Merci d'avoir rappelé qu'on est déjà pas mal vieux, en fait. Alors, elle revendique enfin son statut professionnel, c'est-à-dire que c'est une professionnelle de l'art. Donc elle dit, moi j'ai l'habitude de juger, de critiquer, c'est mon boulot. J'ai l'habitude de juger des installations artistiques, écrit-elle, sans même avoir vu les œuvres. Alors ça dit beaucoup sur la profession des gens qui bossent dans l'art contemporain. Parce que de fait, comme les journaux sortent avec une certaine lenteur, les magazines de l'art contemporain, c'est vrai, la plupart des critiques qui vont voir les expositions n'ont pas vu les expositions et jugent sur dossier de presse les expositions. Donc elle dit quelque chose de sociologiquement vrai, mais qui pour un spectacle pose quand même un certain nombre de questions, surtout à partir du moment où ce spectacle a été joué absolument partout dans le monde et qu'elle aurait pu quand même trouver une occasion pour aller le voir. Bon. La teneur raciste, conclut-elle, découle de la domination du blanc Brett Bailey et de son exploitation des corps noirs. Je vais aller à la critique, il y a encore d'autres choses, mais je voudrais maintenant passer à l'analyse de ce qu'elle vient de dire, bien que j'ai déjà esquissé quelques pistes que vous avez pu apercevoir ici ou là. Premièrement, on peut juger une œuvre même quand on ne l'a pas vue. Non, on ne peut pas juger une œuvre quand on ne l'a pas vue. Nous passons notre temps à le dire contre tout type de censeur. Et alors, quand vous vous souvenez, la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese a fait l'objet, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et déjà, je savais que les cathos qui voulaient la fin de ce spectacle avaient tort parce qu'ils n'avaient pas vu le film et qui revendiquaient de ne pas avoir vu ce film comme un argument rhétorique. Je me tiens, moi, à l'écart de Satan et je dénonce Satan. Enfin, c'est absolument pas convaincant. Elle a tout à fait raison de son point de vue de refuser de voir des corps humiliés, c'est son problème et son point de vue. Elle peut refuser de voir la représentation de la souffrance, on a parfaitement le droit. Elle ne peut qu'en tirer la conséquence que dès lors, elle ne peut pas participer au débat si elle ne veut pas voir l'œuvre. Sinon, à mon sens, elle se disqualifie, et pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Car évidemment, l'élément de la mise en scène qu'elle balaye d'un revers de main, le regard dont j'ai parlé tout à l'heure, il est absolument central et déterminant dans la mise en scène. Nous n'avons pas affaire
à la reconstitution d'un zoo humain où les spectateurs seraient des voyeurs. Nous avons affaire à des personnes qui incarnent ce qu'ont vécu les gens, notamment dans les zoos humains, mais dans plein d'autres circonstances, et qui nous regardent. Et nous sommes le regardeur regardé. Et ça renverse complètement l'analyse, la perception, l'émotion qu'on peut avoir en regardant cette œuvre. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot spectacle, c'est compliqué, c'est une performance, c'est une chose qui tient du théâtre, de l'art plastique, et c'est une œuvre complexe. Christine Heyen commet donc un contresens parce qu'elle n'a pas vu le spectacle, mais c'est normal, quand on ne voit pas, c'est normal de faire des contresens. Deuxième point, il est faux de dire qu'Exhibit B ne s'adresse qu'aux Blancs. Je me fiche complètement que Brett Bailey ait dit ça. Il l'a dit. Il a justifié son spectacle en disant « il faut montrer aux Blancs ce que c'est que le racisme ». Il a parfaitement le droit de le faire et son point de vue d'auteur est parfaitement défendable. Mais il se trouve qu'avec l'Observatoire, nous n'avons pas cette expérience-là. Pourquoi ? Parce que les publics qui sont venus à Saint-Denis, il y a un certain nombre de gens qui sont là, qui participaient à la mission de médiation. Les publics qui sont venus au 104 étaient des publics variés. En particulier, je me souviens, et on a été très bouleversés de ça, que le premier jour, quand la brigade anti-négrophobie a fait exploser la porte du théâtre Gérard Philippe, et qu'on a servi à faire quasiment les pompiers, c'est-à-dire à calmer les équipes du théâtre qui étaient complètement paniquées, à aller négocier avec Franco de la brigade anti-négrophobie. Ça a été un grand moment de rhétorique, parce qu'il nous a expliqué que la violence était parfaitement justifiée, parce que eux, comme ils la subissaient sans arrêt, c'était normal qu'ils la fassent vivre aux autres. Que pendant tout ce temps, il y a 2 classes de Saint-Denis qui sont allées voir le spectacle. Autant dire qu'il y avait assez peu de blancs dans ces gamins. Et leur réaction a été mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait y compris une gamine qui portait un foulard, enfin il y avait vraiment une très grande diversité. Et ce qui a, à la fin, quand ils sont sortis de la représentation, ce qui les rendait totalement malheureux, c'était l'impossibilité dans laquelle ils étaient d'aller parler aux gens qui étaient dehors, pour leur dire « vous vous trompez, ce spectacle n'est pas raciste, venez le voir ». Et ça, ces gamins, ils étaient effondrés par ça, par cette impossibilité de dialogue. Par l'impossibilité du débat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir. Et quand ils sont sortis, ils se sont fait courser par un certain nombre de tarés. Parmi les manifestants, tous les manifestants n'étaient pas des tarés, évidemment. Il y avait des gens parfaitement bonne foi là-dedans. Mais il y a quand même des gens qui ont osé courser les gamins qui sortaient du spectacle. Voilà. Je le dis parce que nous avons tous été assez choqués. Troisièmement, la rhétorique qui, bon ça je l'ai déjà dit, la rhétorique qui permet de... on s'en fout. Le papier de Christine Heyen, qui est postérieur à la violence que j'ai décrite, n'en dit pas un mot. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire, on fait un spectacle, on fait un papier long pour expliquer tout le mal qu'on pense d'un spectacle et tout le bien qu'on pense des manifestants. Et il s'est passé quand même des choses très précises, et il n'y a pas un mot qui est dit sur le fait que la porte du théâtre a été pétée et qu'il y a des gens qui ont été coursés, etc. Bon, voilà. Cette attitude qui consiste à dire de façon générale ce qu'un spectacle devrait montrer ou ne pas montrer, nous la connaissons bien, et il y a tout un tas de gens qui ont tout un tas de choses à dire sur ce que les œuvres devraient montrer ou ne pas montrer de façon générale. J'attire l'attention de la salle sur le fait que cette attitude prescriptive à l'égard des œuvres traverse absolument tout le champ politique, que vous en trouvez autant à gauche qu'à droite, il ne faut pas rêver, hein, qu'on a eu des discussions avec les élus culture d'un certain parti politique dont il me semble qu'il est au pouvoir aujourd'hui, et on en est sorti assez découragé, je veux dire, ça fait longtemps, hein, sûrement les choses ont progressé depuis. Je voudrais dire aussi que, pour continuer à répondre, qu'il y a certaines représentations de l'Holocauste, contrairement à ce que dit Christine Heyen, qui sont parfaitement scandaleuses et qui n'ont jamais été interdites par personne. Nous avons revu, à cause du film récent qui est sorti sur cette question-là, nous avons revu, quand je dis nous, c'est avec mon mari, ça ne me concerne pas trop en fait, la liste de Schindler, c'est une horreur.
Je vous décris, juste pour rappel, dans la liste de Schindler, il y a des femmes qui entrent à Auschwitz par erreur, puisque ça fait partie du convoi qui aurait dû être envoyé dans l'usine de Schindler. Elles sont tendues devant la caméra, déshabillées devant la caméra. On leur tend des savons devant la caméra. On sait déjà qu'elles savent qu'il y a des femmes qui meurent dans les chambres à gaz à Auschwitz, parce que dans le scénario, on sait qu'elles le savent avant. Okay, donc on leur tend un savon, on les force à entrer dans une salle de douche, la terreur se lit sur les visages, la lumière s'éteint, il y a des hurlements, et tout d'un coup, la lumière revient avec l'eau qui tombe des pommes de douche sur les personnages. C'est une scène absolument indigne. C'est grâce à ce genre de scène, tous les révisionnistes triomphent en disant qu'on est bien qu'il n'y avait pas de chambre à gaz. Alors, qui a fait ce film? C'est un juif de parfaitement bonne volonté, c'est Steven Spielberg. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a songé, pour les raisons invoquées par Christine Hagen contre le spectacle de Brett Bailey, à demander l'interdiction ou à militer pour que ce film ne soit pas vu. Et pourtant, en termes d'indignité, ce film-là, il est indigne, pas le spectacle de Bailey. Et puis, sur le plan rhétorique, on ne peut pas à la fois reprocher à un spectacle d'être fictif et d'être réel. Il y a une ambiguïté, enfin une complexité dans son raisonnement qui fait qu'on ne peut pas à la fois lui reprocher d'être trop réaliste et d'être trop fictionnel. Alors, en réalité, cette agitation autour du spectacle de Brett Bailey, elle a quand même de très grandes vertus. Et c'est là que je veux quitter ce spectacle pour aborder une question qui me semble absolument centrale et qui a été révélée complètement à raison par les gens qui ont manifesté contre le spectacle. C'est qu'il y a une sous-représentation de tous les non-blancs dans toutes les instances culturelles en France, qui est absolument honteuse et catastrophique. Et que là-dessus, j'ai trop peu de temps pour en faire une analyse exhaustive, et donc je ne vais procéder que par exemple. Et j'ai 4 exemples à vous proposer. Il y a un mois, l'Académie des Emmy Awards, qui récompense les gens qui bossent dans les séries télévisées, a donné une récompense à une comédienne noire qui s'appelle Viola Davis. Elle joue dans une série que je ne connais pas particulièrement. Et lorsqu'elle a appris qu'elle avait dans son discours de remerciement, qui était, mais je vous conseille absolument à tous d'aller le regarder sur Internet, elle a dit « The only thing, la seule chose, qui sépare women of color, les femmes de couleur, from anyone else, de n'importe qui d'autre, is opportunity », c'est l'opportunité. Ce qui est terrible, c'est que ce très beau discours, j'en citerai un autre bout tout à l'heure, a fait l'objet immédiatement de la part d'une autre actrice de sitcom, plus vieille et blanche, qui est l'héroïne de la série que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Les Démons du Maïs 3. Ça a l'air vachement bien. On ne réagit pas à mes provocations idiotes. Alors, donc, elle a fait une grosse bêtise. Sur Twitter, elle a dit que les Emmys, l'Académie des Emmys, c'était pas le lieu pour les opportunités raciales. Et que Viola Davis n'avait jamais été discriminée. Super. Alors, elle s'en est pris plein la tronche, Nancy Lee Grant. Elle s'est fait critiquer de façon abondante et méritée à mon sens, et elle a réagi en disant « Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de tweets des Noirs, des tweets d'attaque, et alors que je suis sur mes genoux, on my knees, enfin, vous voyez, je fais de la traduction directe, hein, c'est pas terrible, elle dit qu'elle se sent trahie par le peuple pour lequel elle aurait marché. » Bon. Elle refait encore une boulette en disant ça. Et elle a été très largement critiquée comme étant patronizing, comment on dit ça en français Merci. Et que, en réalité, son investissement pour la justice sociale était conditionné au fait qu'en retour, les Noirs devaient être gentils avec elle.
donc elle a essayé de clarifier, elle s'est enfoncée, c'est d'une horreur, je pense qu'elle est blacklistée à vie, celle-là. Et ouais, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai 39 de fièvre, hein, j'ai les excuses. Alors, il y a des commentateurs qui se sont saisis de toute cette histoire avec un discours très intéressant en disant qu'elle était très représentatrice de ce qu'on appelle le white feminism, le féminisme blanc. Qu'est-ce que c'est que le féminisme blanc? C'est le féminisme qui ne se bat que pour les blanches. C'est-à-dire qui se fout totalement qu'il y ait des gens qui soient doublement discriminés et que ce soit particulièrement difficile pour les femmes noires parce qu'elles sont femmes et noires. Je fais court sur cette question-là. Je sais qu'il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur cette question dans la salle et on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres types de critiques contre la victoire de Viola Davis, notamment parce que, je n'ai pas vu la série dans laquelle elle joue, mais il paraît qu'elle surjoue complètement une espèce de stéréotype de personnage noir et qu'il y a des gens qui disent « elle est vraiment pas terrible ». Et il y avait des comédiennes excellentes qui étaient en compétition, et ces comédiennes, elles étaient blanches, mais elles n'ont pas eu l'Emmy Award parce qu'elles étaient noires. Vous voyez que ce qui est très intéressant dans ce commentaire, c'est que quand il n'y a que des blancs en compétition, on ne va pas aller critiquer celui qui a remporté la palme en disant qu'il y en avait des meilleurs qu'elle. En général, on se tait, on est content. Alors que quand c'est une noire qui remporte la récompense, on va tout de suite aller se demander si c'est parce qu'elle est noire qu'elle a remporté sa récompense. Alors, venons en France un petit peu avec un excellent rapport d'une membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui s'appelle Memona Interman. Vous savez que c'est une journaliste, c'est une femme formidable dont j'ai appris qu'elle était d'origine réunionnaise. Et alors, elle a fait un rapport assez musclé sur l'absence de diversité dans les chaînes audiovisuelles, qui a été remis en février 2015. Elle a organisé en octobre dernier, c'est tout récent, un colloque qui réunissait les patrons des plus grands groupes de télévision et de radio. Il y avait TF1, France Télévisions, M6, Énergie, etc. Et cette conseillère qui préside le groupe diversité, du groupe de travail diversité du CSA, espère obtenir un certain nombre d'engagements, notamment de France Télévisions, comme des chaînes privées. Et elle a suscité une levée de boucliers, après avoir déclaré « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et il va falloir que ça change. » Je me permets de dire qu'on a aussi une Ligue des droits de l'homme, d'hommes de plus de 50 ans, et qu'il va aussi falloir que ça change. Alors, dans les propositions de Memona Interman, plusieurs choses intéressantes. Par exemple, dans les départements outre-mer, à propos de la chaîne, elle y va vraiment à fond. Elle dit qu'il y a une chaîne alibi qui s'appelle France O. Et ça permet qu'il n'y ait aucun type de programme qui passe sur France O sur les autres chaînes. Il faut arrêter ça. Deuxièmement, elle dit, quand les patrons des grandes chaînes viennent nous voir au CSA, je leur dis, est-ce que vous avez le sentiment que vous ressemblez à la France? Mais Mona, je t'aime. Je suis certainement détestée, dit-elle, par certains à cause de ma question, mais je continuerai à la poser jusqu'à ce que nos états-majors ressemblent un peu plus à ce que nos écoles produisent. Elle dit aussi qu'il faut recourir aux statistiques ethniques dans un cadre républicain, et c'est une fille d'immigrés qui vous parle, et je parle en mon seul nom, dit-elle. Elle ne doit pas avoir l'accord du CSA pour tenir ce genre de discours. Elle dit enfin, nous voulons renforcer la recommandation de 2009 sur la diversité dans les chaînes publiques, qui prévoit que les chaînes s'engagent en matière de représentation. Elle dit que cette recommandation n'a qu'une valeur réglementaire, mais qu'il n'y a aucune sanction qui est prévue. Alors évidemment, les chaînes font blablabla, et pas de sanction prévue, donc rien ne bouge réellement. Et donc elle invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait réellement une mise en œuvre de la diversité. Alors, elle ne va pas plus loin, et donc on ne sait pas si ce sont des quotas qui sont préconisés ou pas, mais ce serait intéressant, je trouve, d'en discuter avec elle. D'ailleurs, on va le faire à l'Observatoire, parce qu'elle a l'air très très bien cette fille. Et puis, elle dit aussi, et là, à mon avis, elle prêche complètement dans le désert, il faudrait quand même qu'on invite sur les chaînes de télévision, dans les débats politiques,
des gens qui ne sont pas des bretteurs fond racistes. Et là, le problème, c'est que les... je ne veux pas citer de noms, hein, mais vous les avez tous en tête. Le problème, c'est que ces gens font un buzz pas possible. Et que si on invite des gens comme nous qui sont pour que tout le monde s'aime, bah, ça fait beaucoup moins le buzz. Beaucoup moins. Donc, comment faire changer ce truc-là, avec la question de l'audimat, ben, c'est pas du tout évident. Alors, je vais vous donner encore 3 exemples. Ça va? Encore 3 exemples. Bon, alors j'en passe un. Tant pis. Vous n'aurez pas la ligne de couleur, vous n'avez qu'à aller le voir. Non, mais comme vous, je suis sûre qu'il y a plein de choses. Je vais vous parler de trucs que vous ne voyez pas d'habitude, à mon avis. Grey's Anatomy. Vous savez, la série qui passe, c'est une série absolument formidable sur les questions raciales. Et depuis le début. Sa productrice est noire, elle s'appelle Wanda Shimes. Elle est féministe. Les personnages qui ont le lead dans l'hôpital, ce sont des personnages noirs. Et il y a une discussion sans arrêt des questions de rapport, de domination, etc. C'est absolument passionnant. C'est une série grand public extrêmement bien faite. Et dans le dernier épisode de la semaine dernière, figurez-vous qu'une des femmes médecins est drôlement embêtée parce que 2 de ses internes ont eu une bisbille et qu'elle a pris la défense de la blanche contre la noire. Elle a réalisé après que peut-être l'interne noire pensait que c'était parce qu'elle était noire qu'elle n'avait pas pris sa défense et que même elle l'avait accusée d'avoir menti. Alors, elle va la voir au moment où, vous savez, elle se lave les mains avant mettre les mains dans les corps. Et elle l'essaye, elle lui dit, écoute, je voulais te dire, je t'assure, c'est pas parce que tu es que j'ai fait, enfin hyper embarrassée, donc elle s'embarrasse encore plus. Et la fille lui dit, tout va bien. Bon. Et comme elle se sent encore plus mal, elle va en discuter avec sa demi-sœur qui est noire. Et sa demi-sœur lui dit, pourquoi tu m'en parles à moi? C'est parce que je suis ta sœur ou c'est parce que je suis noire? Parce que, je t'explique un truc. En tant que noire, je ne représente pas tous les noirs. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, de plus en plus embarrassée, et elle lui dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que puisque tu as pensé qu'éventuellement tu l'avais discriminé, et puisque nous, on passe notre temps à l'être dans la réalité, par exemple, moi, régulièrement, on me prend pour l'infirmière alors que je suis médecin en chef. Quand je veux prendre l'avion avec un billet de première, on me dit que l'ouverture des classes économiques n'est pas encore ouverte. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu réalises que tu n'as pas à demander à cette fille de te rassurer, d'accord? C'est pas à elle de le faire. Et que quand il t'arrive un truc comme ça, elle le dit en anglais, alors vous allez tous comprendre, check your white privilege. Comprenez? Vérifie ton privilège blanc. Et réfléchis à ce que tu fais. Et ne le fais plus jamais. Termine-t-elle. Voilà. Alors, je termine par l'exception caution de TF1. The Voice Kids. Dans The Voice Kids, contrairement à plein d'autres spectacles culturels, il y a des noirs. Et il y a même des noirs qui, dans The Voice en général, il y a des noirs. J'ai le temps ou j'ai pas le temps? Ça vous intéresse? 2 minutes. Alors, c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas de coach noir en France, alors qu'il y a des coachs noirs en Angleterre et aux États-Unis. Bon. Il n'y a pas de coach noir, mais il y a des candidats noirs, gitans, arabes, enfin, c'est hyper divers. Là, pour le coup, la musique, c'est hyper divers. Bon. Et donc, vous savez comment ça marche, les coachs ont des équipes, et ensuite, ils éliminent les membres de leurs équipes l'un contre l'autre. C'est abominable. Le principe de la... Alors, toute la ségrégation est soi-disant faite pour des raisons artistiques. Je ne serai pas vulgaire, mais j'ai un doute. En réalité, évidemment, ce sont des raisons commerciales qui président aux choix finaux. Et les raisons commerciales, elles reposent sur le fait qu'il faut que le candidat qui est choisi à la fin puisse vendre des disques et que donc le public s'identifie. Or, le public est essentiellement composé de jeunes filles prépubères qui ont tendance à préférer les mâles sur lesquels elles peuvent projeter. Bon.
Et je suis restée vachement sobre sur ce coup-là. Alors, comment on fait quand on est coach et qu'on a plusieurs noirs dans son équipe? Puisqu'il y a des batailles éliminatoires 1 contre 1. Donc si on fait que des batailles éliminatoires, un noir, un blanc, ça va finir par se voir. Donc on met les noirs l'un contre l'autre. C'est une des méthodes qu'utilisent les coachs pour que ça ne se voit pas trop. Cela étant, le premier gagnant de The Voice était un noir. Donc le processus quand même est intéressant en tout cas à regarder. Alors je termine sur The Voice Kids, qui est juste l'abomination des abominations, parce qu'ils choisissent des enfants leur disant t'es formidable, etc. Et qu'ensuite ils les éliminent au fur et à mesure quand ils sont en larmes, c'est horreur. Et j'ai regardé la finale. Chacune, il y avait un candidat noir dans l'équipe de Jennifer. Ça juste, il faut que je raconte. Il chante, le mec. Il chante du feu de Dieu. Il chante un truc de Paul Naref, c'est magnifique. Et quand il a fini, Jennifer lui dit, j'ai pris des notes pour vous. Elle dit, il a ça dans le sang, ça se sent, c'est dans le gène que c'est comme ça, tout est naturel en fait. J'hallucine, le gros clicheton raciste. Et le petit qui a chanté Lettre à France de Paul Naref s'entend dire par un autre coach, avec une bonne volonté parfaite, Patrick Fiori, le gentil Corse là, il lui dit, ce soir, Lisandro, tu as écrit ta lettre à France. Boum, deuxième cliché raciste. Lisandro n'a aucun accent, on ne sait pas s'il est français, s'il n'est pas français, etc. Et tout d'un coup, on sent qu'il devient le bon petit noir qui a réussi son intégration dans l'ensemble qu'est la France. Est-ce que j'ai mauvais esprit? J'en sais rien. Le résultat, donc, la finale, il y avait un petit garçon noir, un garçon blanc et une petite fille noire aveugle. Devinez qui a gagné? J'ai pas entendu. J'ai la friture sur la ligne. J'ai pas entendu. Alors? La petite fille aveugle. Et la petite fille aveugle. Voilà. J'ai fini. Bon, merci Agnès. Donc, nous n'avons que 10 minutes pour prendre des questions. Donc, une série de 3 questions. Pardon? Pour les prendre et y répondre. Ah oui, bon. Donc, il faut vous censurer autrement, n'est-ce pas Agnès? Voilà. Alors. C'est là-bas. Je vais demander S'il vous plaît, Nelly Kelmer après son très intéressant exposé, de développer un petit peu la fin. Alors, là c'est bon. Oui. Voilà. Donc à Virginie, à Nelly Kelmer, de développer un peu la fin qu'elle a abrégée, elle a trop bien tenu son temps. Sur cet humour de données qui vient brouiller les cartes, je me posais la question si est-ce que l'humour était dédié avant, d'un point de vue très moral, si je peux dire, à dénoncer le racisme. Et là, ça brouille les cartes parce que c'est plus du tout dans la moralité normale ou politiquement correcte. Je n'aime pas ce terme de politiquement correct d'ailleurs. Voilà, donc développer un petit peu cette question de brouiller la carte. Et puis, juste une remarque, c'est sur le fait que les noirs, les blancs, les aveugles, les ceci, les blancs, les grands, les petits, ça commence à fatiguer. Moi qui suis une intellectuelle de métier payée pour ça par l'État, mais je commence à fatiguer, je me dis, comment on peut apaiser dans le discours commun, dans le sens commun, cette bataille absolue de toutes les identités les unes sur les autres, les unes contre les autres, de manière facile, hein, je veux dire, nous comme LDH, comment on peut avoir un discours qui ne complique pas trop la chose? Je sais pas, c'est entre pédagogique, c'est une question de pédagogie. Hein. Donc là, vous vous adressez à Agnès. Ah, Agnès, bien sûr. Voilà. Bon. Alors, merci pour la question. Il me semble que ce qui est intéressant avec
avec le cas. Oui, oui. Il y en a une là-haut. J'ai un micro. J'ai un micro. Je peux commencer. Je peux Oui, allez-y, poser une question par rapport à l'activité. Il s'avère que je suis dionysienne et que j'ai participé à l'extérieur du théâtre aux événements. Il s'avère aussi que, quand elle parlait des pompiers, moi j'étais dans une voiture de pompiers avec une femme de 74 ans qui s'était crachée au visage, qui a eu 11 jours d'ITT, 11 jours d'ITT, etc. J'aurais voulu savoir, j'aurais quand même voulu savoir si cette histoire-là, elle était réellement terminée, ou si effectivement, pour les gens de Saint-Denis, pour les gens qui ont participé, il était possible de réinvestir, de revenir sur quelque chose qui n'a pas été retravaillé, qui n'a pas été discuté et qui a laissé quand même des traumatismes importants. J'insiste, il y a eu des traumatismes importants qui demandent, je pense, à être retravaillés, rediscutés et réinvestis. Voilà, c'était ma question. Oui. J'ai aussi un micro. Moi, c'est sur les effets. Est-ce que les comiques ont un effet positif dans la contre-offensive et donc, est-ce qu'ils ont par exemple laissé une trace Coluche, quand il était petit, était dans une commune très populaire. Le petit Coluchy, pour moi, c'était un grand école communal. Mais aujourd'hui, la commune très bourgeoise de Montrouge, où c'est notre enfance, a rendu un hommage, une œuvre d'art publique, donc critiquable, qui est un hommage à Coluche, et ça représente une salopette jaune. Pour un intellectuel, c'est pas un grand récit. On a travaillé, on est habitué à Bedos, à la Ligue des droits de l'homme, et à chaque fois, il nous a vu, il commentait plusieurs fois ces sketchs anti-racistes au deuxième degré, comme ceux de Fernand Reynaud précédemment, ce ne sont pas compris par leurs spectateurs. Donc, quel effet est-ce que les comiques peuvent avoir un effet positif dans une contre-offensive sur l'antiracisme dans l'après-Charlie? Donc là, on fait quelques secondes de réponse et après on passe à l'autre table ronde parce qu'on a déjà mangé beaucoup de temps. Alors, donc, je reprends ma réponse. Merci pour votre question. Oui, avec Dieudonné, je souhaitais faire une ouverture avant tout. C'est un sujet très compliqué auquel j'essaye de m'attaquer actuellement, mais qui pose beaucoup de difficultés. Pour y répondre. Après, par contre, je peux répondre plus précisément en disant, il me semble que justement l'humour n'a pas toujours été non plus un lieu d'antiracisme, en l'occurrence, ou un lieu de dénonciation de mécanismes stéréotypaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu des sketchs comme ceux de Michel Leb, Michel Leb qui faisait l'Africain, et qui le singeait, enfin qui lui donnait en fait le corps d'un singe presque, l'incarnait en singe. Donc il y a véritablement, on pourrait faire une histoire à l'inverse de celle que j'ai faite, on désigne aussi les endroits de racisme dans l'humour. Je pense que c'est plutôt là que finalement peut-être il y aurait des choses à décrypter aussi. C'est peut-être aussi une façon, un point qui me paraissait important aussi, c'est de dire il me semble que la vague des années 90-2000 est une vague importante, dans le sens où on a des humoristes issus des minorités qui justement prennent le contre-pied d'un certain nombre de stéréotypes, mais il ne faut pas non plus en donner une image, à mon avis, trop angélique, parce que simplement, il y a aussi dans cet humour des minorités, il y a eu des trajectoires parfois très différentes, et de fait, à l'humour d'un Jamel Debbouze qui est dans une version assez positive et entendu aussi socialement, accepté socialement. Il y a des types d'humour comme ceux de Dieudonné qui sont dans une parole beaucoup plus violente, qui reproduisent un certain nombre d'opérations d'exclusion et de discrimination.
qui cohabitent, on va dire, avec cet humour ou ce versant représentation assez laudative des identités et des différences. Après, ça pose une question beaucoup plus large sur quels sont les types de publics, comment ça s'inscrit dans un univers du discours plus large qui est le discours humoristique et le discours politique dans le cadre du donné aussi. Donc voilà, je laisse la question ouverte parce que c'est difficile de trop aller sur ce terrain qui est un peu miné quand on ne le maîtrise pas pleinement, et je ne le maîtrise pas encore complètement pleinement. Après, sur les effets positifs de tous ces discours, sinon on va pas t'en répondre. ouais, je fais court. Moi, je ne m'intéresse pas à la question de fait des publics. Ce qui m'intéresse, c'est de voir simplement qu'il y a des déplacements dans les types de discours qu'on peut analyser. À un discours, son succès d'un autre, ça nous raconte une histoire aussi, et ça nous raconte la manière dont la société française se pense. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Après, un déplacement, à mon avis, est déjà l'anticipation de ce qui peut se passer après. Il y a des effets parfois de déplacement, on peut dire, plutôt positifs, et d'autres qui sont dans des formes de backlash, de retour justement à des formes de conservation. Voilà, je laisse pareil la question ouverte. Oui, pour répondre à la question posée, la culture, c'est pas un lieu de consensus mou. C'est pas là où on va aller trouver tous ensemble qu'il fait bon vivre ensemble et que le monde est merveilleux. C'est l'inverse. Et allez voir le programme de Marine Le Pen pour les artistes dans le Nord. Vous verrez qu'elle a que c'est tout sauf consensuel, la culture. Elle a des propositions pour les artistes en disant je serai le lien que vous n'avez pas avec l'establishment, etc. Je vais vous récupérer. Les œuvres, de façon générale, peuvent tout à fait nous choquer, nous révolter, y compris dans nos convictions. C'est ce qu'on n'arrête pas de défendre à la Ligue des droits de l'homme. Et c'est précisément ce qui fait lien, en réalité. C'est pas les œuvres elles-mêmes qui représenteraient un monde merveilleux auquel on adhérerait tous. C'est la possibilité qu'on a, tous ensemble, d'en discuter. Et ça, c'est irréductible. Et c'est ça que nous devons défendre. Le droit de chacun à aller voir les œuvres et à se faire sa propre idée, non pas au travers de prismes préalables, etc. Et ensuite, le droit d'en discuter, parce que c'est ça, la démocratie. Voilà. Bien, merci Agnès.